Par suite de l'augmentation continuelle du trafic automobile, les accidents de la route prennent journellement une ampleur croissante et on déplore toujours plus de collisions frontales. Pour des raisons souvent inexpliquées, des véhicules se déportent sur la gauche de la chaussée et entrent en collision frontale avec ceux qui circulent normalement en sens inverse. De ce genre d'accident, on déplore souvent des morts et des blessés graves. De tels accidents ont souvent lieu en des endroits bien précis et on cherche depuis de nombreuses années à en découvrir les raisons. L'étude qui suit se propose justement d'en apporter une explication. Graves accidents de la route non éclaircis suite à des collisions frontales. C'est leur explication à la lumière d'effets perturbants géobiologiques. Cette documentation est le résultat des travaux effectués par un ingénieur de Landsberg et d'un professeur à l'école supérieure du bâtiment en Allemagne fédérale. 28 avril 1976, un jeune homme de 24 ans trouvait la mort dans la carcasse de sa voiture après s'être déporté sur la partie gauche de la Nationale 30 et heurté de plein fouet un camion circulant normalement en sens inverse. Le 9 mai, un terrible accident sur la Nationale 8 dans le district d'Édimbourg fit un mort et 2 blessés graves. Rentrant à son domicile, un chef d'orchestre se déporta sur la gauche de la route et heurta une Citroën. Éjecté de son véhicule, il décéda sur le lieu de l'accident. Le 7 juin 1976, toujours sur la Nationale 8, une voiture se trouva à l'improviste et sans explication sur la partie gauche de la chaussée. Sans freiner, elle heurta frontalement un autobus circulant normalement en sens inverse. Bilan, 3 morts. Le 17 novembre de la même année, un installateur de 36 ans voyageait à bord de sa voiture Mercedes. À la sortie d'un long virage à droite, il fit une embardée et se trouva sur la gauche de la route où il entra en collision frontale avec un camion roulant en sens inverse. Sa Mercedes fut projetée à une vingtaine de mètres par le lourd camion et fut complètement défoncée. L'installateur mourut à l'intérieur de son véhicule. Le 11 décembre 1976, sur une route principale, se sont rencontrées, pour des raisons inexpliquées, 2 voitures de tourisme. Dans cet accident, 3 personnes perdirent la vie et 3 autres furent blessées. Le 20 janvier 1977, à la suite d'un accident sur la route nationale, un agent d'assurance fut extrait gravement blessé des décombres de sa voiture. Cet homme de 45 ans qui voyageait en direction de Leesburg s'était pour des raisons inexpliquées déporté sur la gauche de la chaussée avant d'entrer en collision frontale avec un camion qui circulait en sens inverse. Le 19 juin 1977, sur la Nationale 8, une conductrice a pour des raisons inexpliquées quitté sa trajectoire et a percuté un véhicule roulant en sens inverse. Bilan, 3 morts et 3 blessés graves. Le 4 juillet 1977, dans le même périmètre, une voiture neuve percuta pour des raisons indéterminées un camion militaire de l'école de télécommunications. Bilan, 4 morts et 1 blessé grave. Le 21 juillet de la même année, sur une route nationale, il eut l'accident le plus grave que connut la région à l'époque. Voyageant en sens inverse, 2 voitures, une Audi 100 et une Opel Kadett, se percutèrent violemment. L'Opel fut projeté par-dessus le talus dans le champ jouxtant la route. Aucun des préoccupants ne survécut à cet accident. Le conducteur de l'Audi fut tué sur le coup, tandis que le conducteur de l'Opel fut transporté sans vie à l'hôpital.
Ces exemples, rapportés dans cet exposé, ne représentent qu'une partie seulement des accidents particulièrement graves par collision frontale, à l'origine desquels on a également affaire à des erreurs humaines restées jusqu'alors sans explication. Comment expliquer la véritable cause de ces erreurs humaines ? Tout ce qui se passe et arrive sur les corps terrestres et dans la biosphère est déterminé en grande partie par les rayonnements de l'environnement et en particulier par les radiations de neutrons du sol ainsi que par les radiations de micro-ondes qui se trouvent dans le voisinage. Les émissions de micro-ondes ne peuvent pas être mesurées sur une échelle de grande largeur, mais uniquement sur une petite bande passante de mesureurs de champ. Indirectement, elles sont détectables au point de résonance sur la ligne de force d'une antenne. Les neutrons thermiques se forment lors de la dégradation atomique de l'écorce terrestre en tant que particules élémentaires sans charge électrique. Ils ont la capacité de traverser les matériaux mieux que les rayons alpha, bêta et gamma. Les champs électriques, comme ceux qui se créent lorsque des courants d'eau se déplacent dans les failles du sous-sol, entraînent les neutrons thermiques dans leur direction en forme de faisceau. Une recherche plus approfondie pour définir les caractéristiques géophysiques de la nuisance provenant du sol a fait apparaître une émission déformée des neutrons et des micro-ondes. Les conditions biologiques sont de ce fait influencées par toute modification des radiations de neutrons. Des mutations peuvent être provoquées par des failles géologiques, des courants d'eau souterrains ou des ouvrages techniques. Par ailleurs, on sait que la vie est toujours en relation directe avec l'eau, que ce soit dans le cas des micro-organismes que dans celui du corps humain. Les neutrons sont absorbés et diffusés en grande quantité dans l'eau, ce qui influence en même temps l'action des émissions des micro-ondes, la valeur du pH et l'humeur de l'organisme. En particulier, le sang des êtres vivants supérieurs subit des modifications dues à ce processus et même la résistivité des cellules prend des valeurs différentes lorsqu'un individu est soumis à de telles radiations. Le système nerveux végétatif de l'homme a la possibilité et la tâche d'intervenir en tant que fonction régulatrice. Ceci se passe au niveau du système endocrinal, c'est-à-dire par l'action conjointe des glandes endocrines, d'une part, entre la surrénale et la thyroïde, et d'autre part, entre le thymus et la pinéale. De plus, il a été constaté sur des individus des émissions spontanées de micro-ondes dans le sang et par les glandes endocrines. Nous voyons ici l'émission spontanée de micro-ondes du système endocrinien d'une personne située en zone neutre. Il est à remarquer la radiation plus forte de la pinéale et du thymus et la radiation un peu plus faible de la surrénale et de la thyroïde. Ici, on peut voir les cellules d'une glande endocrine agrandies 12 000 fois. Les réserves d'hormones sont stockées sous forme de nombreux granulés. Lorsque se produit une perturbation extérieure, par exemple en cas de modification de l'intensité de la radiation de neutrons, l'équilibre se rétablit par une nouvelle sécrétion hormonale. En règle générale, cela se produit à partir du stock en réserve dans les glandes dans un laps de temps de l'ordre de la seconde. Si par contre cette réserve est épuisée et que la perturbation suivante survient immédiatement après la première, les glandes ne sont plus en mesure de satisfaire la demande. C'est en particulier le cas des glandes surrénales qui sécrètent de l'adrénaline, surnommée l'hormone de la peur, traduction littérale du terme germanique der Schreckenhormon.
Ici, on voit la radiation spontanée de micro-ondes des glandes endocrines sur une zone perturbée par le passage d'un cours d'eau souterrain. Il est intéressant de noter l'activité accrue des surrénales et de la thyroïde, alors que celles de la pinéale et du thymus sont réduites. Sur cette figure, on peut voir le rayonnement des glandes endocrines sur une zone neutre et sur une zone perturbée par le passage d'un courant d'eau souterrain. Si en cas de besoin, l'adrénaline ne se trouve pas en quantité suffisante, elle ne peut pas être sécrétée et fournie en quantité suffisante et dans un temps court, de sorte que l'organisme du conducteur n'est plus en mesure de s'adapter aux changements brusques des conditions vitales internes. Dans un tel cas, le conducteur peut perdre conscience. En bref, c'est ce qui se passe lors d'accidents graves de la circulation et plus particulièrement lors de collisions frontales de véhicules. Dans ces cas, en général, on ne relève aucune trace de freinage, ce qui permet d'en déduire que le conducteur n'a pas été en mesure de réduire la vitesse de son véhicule. Dans le cadre de ses recherches dans les domaines de la géophysique et de la biophysique, l'ingénieur Andros a étudié en détail de nombreux cas d'accidents de la circulation et en particulier ceux relatés par la presse et considérés comme inexplicables. Sur une nouvelle route, se produisirent 6 accidents en une année, tous suite à un changement de trajectoire. L'ingénieur Andros attribua la cause de ces accidents aux perturbations créées par le passage de plusieurs courants d'eau souterrains, marqués en vert sur la carte. Dans le cas de déplacement d'eau souterraine, il se crée un champ électrique d'origine électrochimique qui influence le champ électromagnétique environnant, créant ainsi des lignes de force de haute et basse intensité. Ces lignes de force modifiées ont un effet direct sur le mouvement magnétique des neutrons. Elles changent leur direction et les concentrent en faisceaux. Ainsi, les rayonnements de neutrons, de même que les champs de micro-ondes, sont perturbés en surface. De telles modifications se répercutent immédiatement sur le comportement végétatif de l'organisme humain qui se déplace dans une zone perturbée de ce type. Son système nerveux ne sera impacté qu'indirectement. Il s'ensuivra une adaptation retardée du système endocrinien qui conduira, dans la plupart des cas, à l'évanouissement. Il est donc absolument typique de constater que sur le parcours suivi par la voiture responsable d'un tel accident, on relève la présence de plusieurs zones perturbées distantes de 50 à 70 mètres les unes des autres et situées à la verticale de cours d'eau souterrains. Ce relevé in vivo montre la relation qui existe entre la présence d'hormones dans les surrénales lors des perturbations à 3 secondes d'intervalle. La réserve d'hormones des surrénales est utilisée lors du passage sur la première zone et ne peut plus être renouvelée avant le passage sur la zone perturbée suivante. Les systèmes endocriniens et nerveux n'ont pas le temps de se régénérer pour faire face à la situation de stress provoquée par les zones perturbées suivantes. Dans la mesure où l'on constate dans ces configurations des changements de trajectoire sans aucune manœuvre, il faut en conclure qu'on a affaire à un deuxième moment de peur pour lequel l'adrénaline n'est plus disponible, entraînant une perte de connaissance du conducteur. Les enquêtes, faites sur plus de 1000 accidents au cours des 12 années, ont mis en évidence une similitude entre ces accidents et ont permis d'exclure les thèses développées surtout aux États-Unis, selon lesquelles il s'agirait de suicide. Par suite de ces perturbateurs répétés, des prédispositions personnelles du conducteur et du rayonnement cosmique momentané dominant en cet endroit,
il se produit une perte du sens directionnel. Sous l'influence du système végétatif, les centres nerveux également sollicités peuvent conduire à l'évanouissement. Ceci est corroboré par le récit de quelques rescapés ayant vécu un tel événement biophysique. Tous disent avoir eu un malaise instantané, vision noire et absence de toute souvenance de ce qui s'est passé. Lors des enquêtes faites à la suite d'accidents graves, on constate chaque fois la présence de courants d'eau souterrains multiples à la verticale de ces endroits. Il se produit d'importantes sollicitations du système endocrinien d'orientation du conducteur par suite de passages répétés à brefs intervalles de temps au-dessus de cours d'eau souterrains. En particulier, l'hormone de la peur, l'adrénaline, n'est plus disponible. Dans cet exemple, un abbé a renversé et tué un homme qui se trouvait sur le bord de la route. De son plein gré, il a rendu son permis de conduire et a expliqué qu'il s'était brusquement évanoui en conduisant sa voiture. Sur cette nouvelle route départementale, continuent de se produire d'autres accidents. À chaque nouvelle enquête, on constate la présence de plusieurs cours d'eau souterrains à la verticale des routes à accidents avec des zones perturbées correspondantes, lesquelles ont une incidence directe sur l'appareil directionnel biologique du conducteur. C'est toujours aux mêmes endroits de ces routes que se produisent ces accidents. Dans un autre canton, on constate de nombreux accidents sur la même route. La recherche et la découverte des zones perturbées au moyen d'instruments électroniques ne posent plus de problème de nos jours. On voit ici le professeur Lotz et son groupe de travail à la recherche de courants d'eau souterrains utilisant des instruments de mesure à antenne. Les appareils de détection de lignes de force UKV et des magnétomètres à résonance prévus spécialement pour la mesure en valeur absolue du champ magnétique terrestre. Ici, la mesure du champ magnétique terrestre sur une zone neutre est à la verticale d'un courant d'eau souterrain. Pour la mesure des variations des perturbations des champs, on dispose également d'appareils à antenne sur lesquels il apparaît une image claire sur un terrain neutre et une image déformée sur une zone perturbée. Prévention contre ces accidents. La première mesure à prendre pour éviter de tels accidents consisterait à neutraliser les zones perturbées par l'émission de micro-ondes qui produiraient une interférence. Un émetteur à antenne bipolaire placé verticalement sur le terrain excité par les radiations de micro-ondes du sol émettrait des ondes horizontales afin d'annuler par addition des champs vectoriels les micro-ondes perturbatrices. Ceci est possible en excitant l'émetteur uniquement par les radiations de même fréquence que celles émises par le sol, c'est-à-dire une radiation cohérente émise avec un angle à 90 degrés par rapport à l'onde d'origine. Concernant la dépollution des habitations, un émetteur à interférence a été développé, qui, comme nous l'avons déjà dit, est excité par les émissions locales de micro-ondes et qui, par les ondes qu'il émet horizontalement, annule la perturbation des micro-ondes telluriques. Cet appareil, mis à l'épreuve et diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires, trouverait une application dans le secteur routier.
Ces interférences éviteraient à l'organisme du conducteur d'être soumis à cette nuisance. On voit ici l'état normal du système endocrinien, puis sur une zone perturbée, et enfin après normalisation par interférence. Un test exécuté à partir de cette propriété privée devant laquelle 32 accidents se sont produits en 2 ans a permis d'en réduire le nombre à un seul cas, grâce à la mise en place d'un émetteur à interférence. La dépollution des zones perturbées est ramenée à un problème de responsabilité dans le sens où il faudra assurer l'entretien des émetteurs et empêcher leur désaffectation. En plaçant des émetteurs à interférence pour dépolluer les zones à haut risque d'accident dû à la présence de perturbations géophysiques, on éviterait la perte de milliers de vies humaines. Il a été possible, dernièrement, de construire un émetteur à interférence pour voitures, pour lequel les lignes de force sont si proches qu'elles n'influencent pas les passagers. Dans ce cas, la tôle de la carrosserie ne constitue pas un obstacle pour les micro-ondes. La dépollution des zones perturbées spécifiques ne constitue donc plus un problème d'ordre technique, mais uniquement de responsabilité et d'organisation. Le site et son influence sur la vie. Film documentaire et de vulgarisation scientifique sur les connaissances récentes en géobiologie et écobiologie. Film réalisé par messieurs Robert Endros, ingénieur, et Karl Heinrich Lotz, professeur. Et pour la technique du cinéma, monsieur Ullner. Le champ de rayonnement naturel. Notre espace vital baigne dans un champ de rayonnement comprenant le rayonnement cosmique, celui dû à la réflexion de la Terre, et le rayonnement tellurique. Au cours du temps, la vie s'est créée dans un champ de rayonnement selon un équilibre biologique. Le rayonnement cosmique ne comprend pas uniquement le rayonnement solaire et lunaire avec leurs manifestations connues telles que la chaleur, la lumière, etc., en jeu d'absorption et de réflexion par la Terre et l'atmosphère. Il existe un rayonnement de micro-ondes qui a son origine hors de notre système galactique. Ce rayonnement électromagnétique de petite longueur d'onde agit comme un rayonnement de fond de très haute fréquence, de l'ordre du gigahertz. Le gigahertz représente la fréquence d'1 milliard de cycles par seconde. Les observations astrophysiques ont révélé également une radiation à haute fréquence provenant de la Voie lactée d'une longueur d'onde de 18 cm. Le maximum d'énergie atteint par l'ensemble du rayonnement cosmique est d'environ 70 000 MHz. Découvert récemment, ce rayonnement est essentiel pour la vie. On voit ici M. Endros lors des mesurations quotidiennes des rayonnements. L'appareil enregistre graphiquement les valeurs mesurées.
Le rayonnement cosmique est relevé de façon très précise durant de longues périodes. En plus de ce rayonnement cosmique, il existe un rayonnement d'origine terrestre, le rayonnement tellurique. Il s'agit d'un rayonnement de neutrons dû au rayonnement de chaleur de la Terre, non pas par suite d'une déperdition par convection du noyau terrestre, mais produit par un processus radioactif de la croûte terrestre. Lors de ces processus radioactifs, il se forme des rayons alpha, bêta et gamma, plus ou moins absorbés par la Terre. Alors que le neutron atteint la surface de la Terre et libère un tiers de son énergie lors des collisions avec le noyau d'hydrogène, il est freiné de plus en plus pour atteindre finalement l'énergie des atomes gazeux à température ambiante, c'est-à-dire 0,025 électrovolts. Il devient ainsi un neutron thermique. Les rayonnements des neutrons atteignent la surface de la Terre. Le neutron en est libéré avec une énergie de plusieurs millions d'électrovolts. Ainsi, le sol terrestre et sa structure minérale sont chargés par les radiations de neutrons thermiques. Ce rayonnement de chaleur peut être mesuré par un thermomètre à infrarouge. Il est une constante du rayonnement ambiant déterminant le processus de vie. L'effet composé des rayonnements cosmiques et telluriques provoque des résonances et des interférences et crée ainsi le champ de rayonnement naturel de notre espace vital. Ce champ de rayonnement pénètre tout de façon plus ou moins active, en particulier les plantes, les animaux et l'homme. Il est déterminant pour le processus biologique. Ce champ de rayonnement naturel est perturbé par les modifications géologiques de la Terre, les failles et les cours d'eau souterrains, ou par les rayonnements générés par les techniques utilisées par l'homme. Les zones agressives perturbées, leur origine et leur localisation. L'eau souterraine, en bleu sur la carte, en mouvement à travers les sables, graviers et autres failles terrestres, provoque un courant d'électricité statique.
Ce courant est créé par la charge positive de molécules d'eau en mouvement par rapport aux particules du sol. Ces mouvements d'eau souterraine ont des vitesses très faibles, à peine 10 mètres par jour, soit un dixième de millimètre par seconde. Cela suffit à provoquer des courants électriques mesurables. Le potentiel électrochimique des mouvements d'eau souterraine crée un champ électrique, par conséquent magnétique, qui perturbe le rayonnement des neutrons thermiques le long des profondeurs de la croûte terrestre. Ainsi, le rayonnement infrarouge normalement réparti de façon uniforme est transformé en rayonnement de micro-ondes de l'ordre du décimètre et du centimètre. Le rayonnement calorifique du sol se trouve donc affaibli au-dessus des cours d'eau souterrains. Le rayonnement en micro-ondes qui sort du sol se trouve structuré par des perturbations électriques du sol, en particulier le long des cours d'eau souterrains. Les mouvements magnétiques des dipôles moléculaires des minéraux du sous-sol, habituellement dirigés selon les champs magnétiques terrestres, subissent une déviation. Selon les lois de la physique atomique, cette déviation est soumise à une quantification directionnelle possible uniquement sous des angles bien déterminés. Monsieur Endros démontre l'influence nuisible de ces zones perturbées au-dessus des cours d'eau souterrains en vérifiant la formation de rayonnements de micro-ondes de plus forte intensité. Un détecteur de micro-ondes permet d'enregistrer le spectre modifié du rayonnement tellurique. Ici est représentée la mesure de différents potentiels. Ces zones perturbées sont situées au-dessus des cours d'eau souterrains, spécialement actives le long des bords de ces cours. L'intensité de leur rayonnement dépend de la profondeur du cours d'eau. Ces zones perturbées sont agressives pour l'être humain. L'existence de ces zones perturbées est détectée par des appareils de mesure et aussi par la baguette du sourcier. Sur ces zones de perturbation se retrouvent des forces terrestres magnétiques, électromagnétiques, électriques et radioactives. Les effets de ces zones sont multiples. Des troubles de croissance et des tumeurs se remarquent au-dessus des zones perturbées. Ils sont provoqués par un mauvais fonctionnement des glandes hormonales de croissance. L'exemple de la santé est frappant. Les arbres et les arbustes plantés sur ces zones perturbées souffrent de cancer.
La foudre tombe toujours sur ces zones perturbées. Certaines zones perturbées créent un danger d'accident de circulation. Le docteur Hartmann a constaté que l'effet conjoint de perturbations météorologiques et de perturbations du sol peut produire des évanouissements. Un conducteur, particulièrement sensible, peut éprouver un véritable choc en passant sur ces endroits. Monsieur Endros a expertisé un grand nombre de ces accidents typiques pour lesquels la police ne peut fournir aucune explication. Par exemple, sur cette route, il y eut, le 18 mai 1969, 2 morts en cet endroit. Autre exemple, ce lieu marqué d'une croix est situé au-dessus d'un cours d'eau souterrain. Il y a eu un accident mortel le 8 avril 1978. Si une personne se trouve pendant une période prolongée sur une zone perturbée, dans son lit par exemple, son système régulateur de sécrétion hormonale s'en trouvera affecté. Monsieur Endros a fait la constatation par comparaison des spectres de rayonnement ambiant avec celui du rayonnement individuel. Le spectre de rayonnement d'une personne se trouvant sur une zone agressive devient semblable à celui d'un malade. Lorsqu'un organisme vivant est soumis à un rayonnement perturbé pendant une longue période, par exemple pour l'homme, le lit ou le lieu de travail, les vibrations des systèmes de régulation endocriniens sont modifiées comme celles d'un organisme malade. La maladie sera provoquée par le rayonnement agressif. L'organe qui sera atteint et deviendra malade dépend de l'état de santé, de l'hérédité et de l'influence de l'environnement. Monsieur Strangle a pu démontrer à l'aide d'un scintillomètre une augmentation du rayonnement gamma au double, voire au triple des valeurs normales à l'aplomb d'un courant d'eau souterrain. Ici, nous pouvons voir que le champ de rayonnement naturel est perturbé aux endroits des failles et des ruptures géologiques du sous-sol. Une rupture géologique provient d'une séparation ou fente d'une masse de roche en 2 parties. Si ces 2 masses se déplacent l'une par rapport à l'autre, une faille apparaît. Ces failles créent des zones perturbées et le rayonnement agressif augmente. Il a été possible de localiser des failles à 1700 mètres de profondeur. Des géophysiciens américains à la recherche de gisements pétrolifères ayant une chambre de ionisation dans leur véhicule ont localisé des failles géologiques grâce au rayonnement gamma. La ionisation, produite au-dessus de ces failles, était de 50 fois supérieure à celle relevée sur un terrain normal. Cette augmentation de rayonnement gamma est provoquée par le dépôt de minéraux radioactifs dans des sources et dans l'eau souterraine, ainsi que par la concentration de gaz radioactifs montant en surface par les failles.
Les mesures ont permis de constater que l'intensité du rayonnement ainsi créé est 3 fois plus forte de nuit que de jour. Ces faits nous montrent l'importance de placer son lit hors d'une zone perturbée ou géopathogène, source de cancer. Les forestiers et les agriculteurs savent que les arbres des forêts et des vergers présentent des malformations sur ces zones pathogènes. Le pouvoir germinatif y disparaît. Les végétaux, comme l'organisme humain, ont un rayonnement propre, un rayonnement de résonance, aussi appelé aura. Son intensité, c'est-à-dire la forme de son spectre, est modifiée lorsqu'il se situe sur une zone perturbée. Le galvanotropisme, autrement dit l'orientation des plantes, s'établit dans la direction des cours d'eau souterrains. On observe aussi des croissances en biais, fuite, ou en rotation, perturbation, et l'apparition de tumeurs appelées balais de sorcière. Sur ces zones perturbées, on observe aussi des fissures de gel, des attaques de champignons, des ralentissements de croissance et du dessèchement des pointes. Des plaques commémoratives érigées aux endroits où des personnes furent atteintes par la foudre se trouvent généralement sur ces zones pathogènes. Ici, on voit très nettement que l'arbre est foudroyé, fortement déformé et attaqué par le cancer. Les expériences scientifiques sont faites depuis des décennies sur des animaux afin de montrer l'influence du site sur des zones pathogènes sur les organismes. En Suisse, le docteur Genet a procédé à de telles expériences pendant 12 ans sur des souris blanches. En zone perturbée, elles cherchent à fuir. Ce tableau montre que sur ces zones, la mortalité des petits augmente, alors qu'il y a une diminution des portées et des naissances.
En frottant la nuque des souris avec un produit goudronné, l'observation a montré que le nombre d'animaux atteints de cancer est beaucoup plus élevé en zone perturbée qu'en zone neutre. Il est également connu que les animaux d'élevage soumis à l'agression des zones perturbées dans leur étable ou écurie souffrent aussi de ces maladies. Le Dr Kopp a constaté que les animaux placés sur ces zones perturbées présentaient les symptômes suivants. Lapins, perte de poils et rachitisme. Chevaux, maladie de cœur, anémie pernicieuse, cécité. Bovins, crampes, stérilité. Porcs, maladie du sang et du foie. Poules, amaigrissement, leucémie. Chiens, rhumatisme articulaire, plus ils cherchent à fuir. Les chiens fuient les zones agressives. Par contre, les chats, les abeilles, les fourmis les recherchent. Pour les chats, les propriétés particulières de leur fourrure. Pour les abeilles et les fourmis, des propriétés de l'acide formique qu'elles sécrètent. Andros en a souvent fait l'observation. Les Chinois connaissaient déjà ces zones secrètes du sous-sol il y a plus de 4000 ans. L'enseignement de Feng Shui prescrivait, avant l'implantation d'une maison, que le sol soit examiné pour déterminer les forces nuisibles qui menacent la santé et la vie des habitants. Les architectes chinois, alors, les formulaient ainsi. Les effets des zones perturbées dans l'habitat. Des radiesthésistes ont observé que l'agression des zones perturbées à la surface du sol se prolonge sans limite vers le haut. Le faisceau de rayonnement tellurique change de direction en quittant le sol, pour entrer dans l'atmosphère qui est d'une autre nature. Lorsqu'il rencontre à nouveau un corps solide, par exemple la dalle d'un bâtiment, le faisceau change à nouveau de direction et se diffuse. Le phénomène se répète ainsi de dalle en dalle. Cette expérience de laboratoire permet de bien comprendre ce phénomène. Toutes les perturbations d'un rayonnement du sol se transmettent à travers les étages d'un immeuble en s'accentuant d'un étage à l'autre. Il en résulte un rayonnement biologique, agressif, qui provoque une surexcitation nerveuse nuisible à la santé. On constate souvent des fissures dans les parois d'une construction en maçonnerie ou aux endroits des zones perturbées. Ici, la rue est située sur une zone agressive. On voit dans cet exemple les traces des rayonnements.
Dans ces parois massives, les ondes à haute fréquence concentrées se transforment en hyper-résonance et provoquent des fissures. L'eau est poussée vers le haut dans les pores de la maçonnerie par l'effet de la pression électro-osmotique. Autre exemple, dans ce château baroque qui présente le même phénomène. Un champignon destructeur forme des taches sur la tapisserie, provoque un changement de couleur sur le linoléum et une odeur de moisi. Les agressions du sous-sol provoquent aussi des maladies mentales aux personnes vivant sur des endroits géopathogènes et peuvent conduire au suicide. Par exemple, dans cette maison située sur un cours d'eau souterrain, le 2 décembre 1972, une jeune fille de 18 ans s'y est suicidée. Un docteur confirme que les lits des personnes suicidées sont souvent situés sur des emplacements pathogènes. Selon les recherches du physicien Reiter, les effets des ondes de très grande longueur et de basse fréquence sont particulièrement forts avec les changements de temps. Ces ondes kilométriques se transmettent aux zones perturbées. Les personnes, spécialement sensibles aux changements de temps, seront d'autant plus agressées. Le processus de régulation endocrinienne est mis en évidence par le géorhythmogramme du Dr Hartmann en mesurant la résistance du corps au passage dû à un courant d'eau souterrain. Au-dessus d'une zone perturbée, la résistivité augmente. Cela explique la résistance du corps à l'influence de la perturbation. En plus de la perturbation due à ces rayonnements, il existe dans la nature un réseau agressif orienté qui, avec des dimensions diverses, se répartit sur tout le globe terrestre. Le Dr Curie et l'ingénieur Weissman ont découvert ce réseau en 1950. Ils ont pu en démontrer la nature cancérigène. Le Dr Hartmann a observé et mesuré pendant ces nombreuses années ces réactions biophysiques. Il a fait connaître ce réseau comme une grille globale orientée selon les axes nord-sud, est et ouest. Les bandes ayant une largeur de 20 cm environ. La distance entre les bandes est différente selon les latitudes géographiques et selon la structure du sous-sol.
Dans nos régions, les distances sont généralement 1,5 à 2,5 mètres dans le sens est-ouest et de 2 à 3 mètres dans le sens nord-sud. Les croisements de ces bandes, appelés nœuds, sont des endroits biologiquement très agressifs. Le réseau Hartmann sur une zone perturbée présente des déviations nettement mesurables des ondes infrarouges. Les rayonnements à haute fréquence deviennent très agressifs pour les êtres vivants. Sur ces terrains à cancer, les influences météorologiques se manifestent de façon irrégulière par rapport à l'environnement et provoquent une irritation constante des cellules et des nerfs. Cette carte nous montre une partie de la ville française de Moulins. Une étude du médecin Picard, faite pendant 9 ans, a permis d'enregistrer 280 décès dus au cancer, à des endroits bien localisés. Certaines vues, bien typiques, montrent qu'il y a eu au moins un cas de cancer par maison. Les recherches géophysiques ont permis de localiser les cours d'eau qui passent et se croisent sous ces maisons, ainsi que des failles géologiques. On retrouve une situation semblable sur cette carte, en Allemagne, avec indication des cours d'eau souterrains. Les endroits marqués d'une croix se trouvent sur des zones géopathogènes. Elles indiquent un décès par cancer. Le médecin du district a enregistré et localisé ces cas et publié les résultats de son enquête en 1903 déjà. Ces cas se situaient presque sans exception sur des cours d'eau souterrains ou des zones perturbées. Les documents montrent à quel point ces décès dus au cancer et quelquefois à des troubles circulatoires sont liés aussi. Voici un cas pratique signalé par le docteur Hartmann. Une chambre à 2 lits. L'un des lits est placé sur une zone agressive, due à un croisement des rayons telluriques, à la verticale d'un cours d'eau souterrain, superposé à une faille géologique. La femme qui dormait dans ce lit est morte d'un cancer à l'estomac. Après son décès, son mari a occupé ce lit. 2 ans plus tard, il mourut lui aussi d'un cancer à l'estomac. C'était la 3e génération à mourir d'un cancer à l'estomac en cet endroit. Il n'est pas étonnant que le langage populaire parle de maison à cancer, dans ces cas comme celui-ci, étant donné que 5 personnes sont mortes d'un cancer à cet endroit. Des milliers d'autres cas ont été observés et permettent d'affirmer que la maladie n'est pas due au hasard, mais peut être provoquée par le lieu. Ici, un deuxième cas, tiré des expériences du docteur Hartmann. Une femme d'une 30aine d'années, très sportive, institutrice active, pleine de joie et heureuse en ménage, son couple déménage dans une villa familiale de construction moderne. Après 6 mois, la femme maigrit progressivement et souffre de douleurs à la gorge. Des examens faits par un otorino ne donnent aucun résultat. D'autres examens faits en clinique par des spécialistes ne font rien apparaître de pathologique. Il s'ensuit une dépression nerveuse et une incapacité totale de travailler. Un examen permit de constater que lorsque la malade était au lit, sa gorge se trouvait au-dessus d'un croisement tellurique et géopathogène. Le lit fut déplacé, et sans aucun traitement, l'état de la jeune femme s'améliora de jour en jour. Peu de temps après, elle reprenait son travail en parfaite santé. Lorsqu'une zone agressive est constatée, il faut l'éviter en choisissant un autre lieu de repos ou de travail. Connaissant la position du réseau Hartmann et des zones perturbées, il suffit bien souvent de déplacer le lit ou le lieu de travail de 50 cm à 1 mètre pour se situer en zone neutre, non agressive.
D'autres éléments perturbants sont également à écarter. Un lit métallique, un miroir, des piles électriques, des meubles rembourrés à ressorts d'acier, une balance, une bouillotte en métal, une machine à coudre, des bouteilles ou d'autres objets métalliques ou en matière plastique. Tous ces objets peuvent aggraver les effets d'une zone perturbée. Pour neutraliser un champ de rayonnement agressif, Endros a créé une installation particulière. Le principe de cette neutralisation utilise un système oscillant qui entre en résonance avec le rayonnement tellurique agressif et de cette façon devient un émetteur. Cet émetteur fournit lui-même des ondes à haute fréquence qui interfèrent celles du rayonnement dans un cercle plus ou moins grand. Cet émetteur est placé de préférence à l'extérieur de la maison, dans une zone non perturbée. Il travaille de lui-même, sans entretien. Il est possible dans ce cas de neutraliser des sites et des appartements. Il serait d'intérêt public que la nocivité des zones perturbées soit mieux connue, que les courants d'eau souterrains et les perturbations géologiques soient recherchés dans des zones construites ou à construire. Ces connaissances devraient être portées à la connaissance de chacun. La neutralisation des rayonnements terrestres et la protection contre les effets néfastes des zones perturbées n'éliminerait certes pas l'intervention du médecin, mais elle faciliterait grandement ses recherches sur les causes des maladies pour finalement éviter bien des maux et des douleurs. Aux États-Unis, il y a une vingtaine d'années, le gouvernement a fait construire un quartier d'habitation à loyer modéré. Un nombre impressionnant de locataires devinrent malades dans ces immeubles de 11 étages et ceux qui en eurent la possibilité déménagèrent. La criminalité ne tarda pas à augmenter par les locataires restants. Au printemps 1975, le gouvernement prit des mesures énergiques. Les 33 immeubles, construits pour 10 000 personnes, furent vidés puis démolis. Aujourd'hui, quelques rares personnes ont saisi l'importance de ce problème et de l'urgence qu'il y aurait à lui apporter une solution. Ces personnes doivent le faire connaître et se regrouper pour diffuser ces connaissances qui permettront d'éviter de nombreuses souffrances et tout ce que ces dernières occasionnent en perte de temps et d'argent. Il y a 100 ans, Semmelweis a découvert que la fièvre purpurale pouvait être évitée, dans la plupart des cas, simplement en se lavant bien les mains. On a souri, on s'est moqué de lui, on l'a même poursuivi. Il aura fallu la mort de milliers d'autres femmes avant que les médecins suivent les conseils de Semmelweis. Il faut que des millions d'autres personnes connaissent le même sort alors qu'on continue d'ignorer les enseignements des pionniers dans le domaine des rayonnements néfastes.
Ne serait-ce pas un progrès heureux, éviter de faire de notre monde un hôpital permanent et en constant développement, en tenant compte des connaissances nouvelles en géobiologie et en écobiologie? Ces recherches ont d'autre but que de servir la vérité scientifique et de faire progresser son application dans la vie pratique. Vous avez vu le rayonnement de la Terre et son influence sur la vie.